Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau cycle de conférences 2025 qu'avec Michel nous avons intitulé La voie du milieu. Alors, Trump, Elon Musk, pour ou contre? La Russie, la Corée du Nord, pour ou contre? L'intelligence artificielle, le suicide assisté, pour ou contre? Démocrate ou républicain? Droite ou gauche? Européen ou français? Aujourd'hui, plus que jamais, il semble que nous soyons et que nous vivions dans un monde où les polarités sont de plus en plus accentuées, exacerbées à l'extrême. Un monde où le moindre sujet de société fait surgir les pros et les antis. Ceci tant au niveau interindividuel qu'international. Dans ce monde fortement polarisé, où les multiples désaccords font résonner une cacophonie assourdissante, beaucoup d'entre nous ont tendance à perdre espoir, à sombrer dans la peur et le défaitisme, ou bien à se jeter corps et âme dans un militantisme où la critique et le rejet de l'autre en sont le moteur principal. Ces deux réactions nous empêchent de cultiver cet état d'être de calme et d'équilibre, indispensable pour se mettre à l'unisson de ce qui cherche à se vivre derrière tous les conflits. Elles nous empêchent, ces réactions, de percevoir combien ces conflits ne sont que les réponses déformées de l'humanité à une proposition de juste relation. Et en parlant de conflits, sans nous attarder trop sur le sujet, à partir de cette année 2025, la planète Terre entre dans un cycle énergétique où la qualité du rayon 4 d'harmonie par le conflit va prendre une importance considérable. Ce n'est donc pas étonnant si nous commençons déjà à en ressentir les effets, notamment en termes d'intensification des conflits déjà présents. Mais grâce à cette énergie de rayon 4, l'humanité a aussi l'opportunité de comprendre la nécessité du conflit comme un prélude à une plus grande harmonie et d'accompagner consciemment de plus justes relations sur Terre. Pour cela, nous devons apprendre à traverser les conflits et emprunter ce qu'on appelle la voie du milieu, comme l'indique le cycle de conférences en général de cette année. Voie qui passe entre les dualités et mène à l'harmonie des relations. Voyons cela de plus près, en cherchant, comme à notre habitude, tout d'abord à avoir une vision globale, universelle, en ce qui concerne ce principe d'harmonie par le conflit et la résolution des dualités auxquelles il nous invite, avant de nous intéresser à la dualité particulière fond-forme qui nous intéresse ce soir. Alors, toutes les polarités sur Terre, comme par exemple le chaud et le froid, le haut et le bas, la droite et la gauche, le féminin et le masculin, et aussi toutes celles propres à l'humain, comme le pour, le contre, la haine, l'amour, la séparativité, l'unité, la vérité, le mensonge, etc., ne sont que le reflet, dans le monde des formes, de deux grandes polarités que la vie elle-même a créées, l'esprit et la matière. Si dans le règne humain, le conflit entre les opposés domine, il n'en est rien en ce qui concerne la grande vie une, et tous les règnes plus avancés que le règne humain. En effet, à partir du 5e règne de la nature, le règne de l'âme, l'esprit et la matière, et toute autre polarité qui en découle, sont perçus comme deux grandes forces qui se rencontrent, s'unissent, se marient dans un mouvement évolutif permanent au service d'une grande intention d'amour-unité. On pourrait dire que c'est l'harmonie par l'union qui règne à ce niveau-là, et non le conflit. C'est un mouvement de vie unifié qui, partout dans l'univers, concourt à révéler la matière en tant qu'esprit, autrement dit à spiritualiser la matière, au sein d'une danse sans fin, majestueuse, omniprésente, parfaitement rythmée et orchestrée par la grande volonté de cette vie, dans laquelle nous évoluons tous.
Cette union consentie entre l'esprit et la matière, au sein de toutes les formes de vie, est l'essence même du principe des justes relations, ou du principe d'harmonie. Principe qui est l'objectif majeur que l'humanité, le quatrième règne de la nature, a pour mission d'incarner sur Terre. C'est pourquoi dans l'humanité, le thème des relations, que ce soit en termes de conflit ou de recherche de plus justes relations, est un thème principal, sous-jacent, qui anime toute l'humanité, tant au niveau individuel qu'international, et même interrègne, même si ça semble moins évident. D'autre part, soulignons que le principe intermédiaire entre l'esprit et la matière, l'agent de cette harmonie entre les deux, est l'âme, qui naît, comme nous l'avons déjà évoqué de nombreuses fois, de leur interaction constante, comme l'enfant naît de la relation entre le père et la mère. Ainsi l'âme, qui se diffracte au cœur de tous les règnes et de toutes les parties au sein des règnes, représente ce principe de la voie du milieu. Elle seule a le pouvoir d'harmoniser les polarités, de trouver la juste relation entre l'esprit et la matière, entre l'essence et l'existence, entre toutes les parties d'un organisme, comme un humain, une nation, un règne, une planète et même un système solaire. Mais si cette harmonie consciente règne au sein des formes de vie à partir du cinquième règne et au-delà, ce n'est pas encore le cas dans le règne humain et en deçà. Même si les règnes subhumains incarnent cette harmonie, ils le font d'une manière totalement inconsciente. Alors que l'humanité, bien que douée de conscience, fait preuve de disharmonie bien plus que d'harmonie. Et pourtant, le rayon d'âme de l'humanité étant le rayon 4, d'harmonie par le conflit, il semble qu'elle soit maintenant assez mûre pour commencer à exprimer sa véritable raison d'être, qui est d'être la médiatrice du monde de l'âme dans le monde des hommes. Le rayon 4 étant l'ambassadeur du rayon 2, d'amour-sagesse, au sein des formes. Cette position médiatrice de l'humanité se retrouve bien au sein de la constitution des 7 règnes de la nature, où l'humanité occupe la 4e place entre les 3 règnes suprahumains, que sont le règne de l'âme, celui des consciences planétaires et consciences solaires, et les 3 règnes subhumains, que sont l'animal, le végétal et le minéral. Et quand l'humanité exprimera la véritable qualité de son rayon d'âme, alors l'harmonie régnera réellement sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. C'est-à-dire que de justes relations régneront entre ces 7 règnes de la nature. Tel est l'avenir du monde par l'entremise de l'humanité. Voilà le schéma un peu global. Mais alors, si l'humanité est fondamentalement pourvoyeuse d'harmonie, pourquoi est-elle à l'origine de tant de conflits? Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, car l'harmonie ne va pas sans le conflit. Comme le suggère la qualité, l'harmonie par le conflit. Si, comme nous l'avons dit, dans les règnes supérieurs, donc suprahumains, l'harmonie n'a pas besoin de conflit, mais simplement d'un processus d'attraction, de rencontre consentie pour œuvrer à l'unité et aux justes relations, il n'en est pas de même pour l'humanité. L'humain doit encore apprendre à connaître cette énergie pour pouvoir la manier correctement. Pour l'instant, il n'est qu'en cours d'apprentissage. Il est plutôt manipulé à son insu. C'est à travers un long processus d'expérience qu'il finit par apprendre lui-même à manipuler ce pouvoir avec sagesse pour le bien de tous. Pour l'instant, nous avons encore besoin du principe de conflit pour apprendre. En effet, le conflit, ainsi que la douleur et la souffrance qu'il occasionne, sont un aiguillon formidable pour l'humanité. C'est lorsqu'un individu ressent l'insatisfaction des plaisirs physiques comme l'unique objectif de sa vie qu'il consent à s'ouvrir à autre chose. C'est lorsqu'il a suffisamment expérimenté la douleur et l'horreur de la guerre qu'il aspire et réclame à grands cris la paix.
C'est lorsqu'il a suffisamment souffert des conséquences de ses mensonges, qu'il commence à orienter ses pas en direction de l'honnêteté et de la vérité. Et c'est lorsqu'il a bu jusqu'à la lie la coupe de ses ambitions égoïstes qu'il se dirige, un parmi les autres, vers le service désintéressé de tous ses frères et sœurs en humanité. L'adage « c'est du chaos que naissent les étoiles » met bien en exergue la nécessité du conflit pour se diriger vers l'harmonie. Ceci est vrai autant pour nous-mêmes en tant qu'individus que pour une nation et même pour toute l'humanité. Tant que l'humain ne répondra pas consciemment et totalement à ce grand plan d'amour-unité, à l'œuvre derrière tous les événements du temps, tant qu'il ne se donnera pas entièrement à cette magnifique entreprise, il aura besoin du conflit et de sa souffrance inhérente pour se réorienter vers le bien, le beau et le vrai. Alors attention, nous ne disons nullement qu'il faut cultiver le conflit et la souffrance, mais qu'ils sont la conséquence naturelle du manque de conscience de l'humanité. C'est simplement l'expression naturelle de la loi de cause à effet ou loi du karma, qui n'a rien d'une punition, mais simplement d'un apprentissage. En attendant, il semble fondamental de pouvoir considérer le principe de conflit non comme une anomalie, mais comme une nécessité spirituelle. Une nécessité qui nous aide à choisir les principes évolutifs pour nous libérer enfin de ce qui n'a plus lieu d'être. Dans le quatrième règne, l'humanité, ceci est rendu possible par 3 phases inhérentes au principe d'harmonie par le conflit, que sont conflit, renonciation, émancipation. Cette trilogie cyclique nous enseigne qu'il n'y a pas de vie nouvelle sans lâcher l'ancienne. Que c'est lorsqu'on apprend à renoncer à ce qui n'a plus lieu d'être que ce qui doit être peut prendre sa place. Que c'est lorsqu'on est prêt à mourir à l'ancien que le nouveau se déploie. Ainsi, par ce cycle bienfaisant de conflit, renonciation, émancipation, ou autrement dit par l'oscillation entre conflit et harmonie, l'humanité s'accorde, tant bien que mal, à la loi d'évolution qui, cycle après cycle, se renouvelle à l'infini. Plus nous apprendrons à considérer justement les conflits tant extérieurs qu'intérieurs comme une proposition d'évolution, nécessitant une succession de petites morts au bénéfice de vies plus grandes, plus le principe d'harmonie, tout comme celui du conflit, se vivront comme une danse harmonieuse et évolutive. À ce moment-là, la renonciation ne sera plus vécue comme une souffrance déchirante et dramatique, mais sera animée de la joie d'une liberté plus grande. La joie d'une libération vers une vie nouvelle, plus vraie et plus belle. Bien entendu, comme nous le verrons au fur et à mesure des thèmes abordés, les renoncements auxquels le principe de conflit nous pousse, inéluctablement, sont de plus en plus subtils au fur et à mesure de notre évolution. Bien, voici de quoi nous réconcilier au moins un peu avec le conflit et nous souhaiter à tous de beaux et bons conflits émancipateurs pour cette année 2025. Bon, maintenant que nous avons fait un bref tour d'horizon concernant ce principe d'harmonie par le conflit, voyons de plus près cette paire d'opposés, cette dualité entre le fond et la forme, avec laquelle nous nous débattons tant bien que mal. C'est la première des 5 paires d'opposés que nous proposons donc d'approfondir cette année, les 4 autres étant libre arbitre et fatalité, moi et l'autre, doute et certitude, et silence et parole. Commençons donc par celle qui oppose le fond et la forme, en cherchant à retracer le chemin de cette paire d'opposés à travers la conscience humaine, jusqu'au moment où le conflit nous poussera à emprunter la fameuse voie du milieu. Et pour introduire cela, une petite parenthèse. Si toute l'humanité est un jour appelée à emprunter la noble voie du milieu, comme l'appelait le Bouddha,
Il est cependant nécessaire de dire que cette voie ne peut être suivie seulement lorsque les premières étapes du conflit ont fait leur œuvre. C'est-à-dire quand l'humain est consciemment confronté aux paires d'opposés dites majeures. Les paires d'opposés majeures mettent en jeu un conflit entre la vie de l'âme et celle de la personnalité. Ce sont celles qui nous confrontent à des choix d'ordre involutif ou évolutif. Contrairement aux paires d'opposés mineurs, qui concernent avant tout des conflits et des choix strictement personnels en lien avec la construction de la personnalité, comme nous allons le voir. La voie du milieu ne rentre en jeu dans nos vies donc que lorsque nous avons commencé à faire pencher clairement la balance du côté de l'âme, du côté des valeurs dites évolutives, qui concernent le bien commun, des valeurs aussi appelées parfois le bien, le beau et le vrai. Vous pourriez me demander alors, mais pourquoi, lorsque l'on a clairement choisi la voie de l'âme, est-il nécessaire d'aller chercher une troisième voie, celle du milieu? Du moment où, grâce au conflit entre ces paires d'opposés majeurs, nous avons choisi plutôt le bien que le mal, le vrai plutôt que le faux, l'unité plutôt que la séparativité. Pourquoi aller plus loin? Ouais, c'est une excellente question. Eh bien, parce que le mal, le faux, la séparativité n'est pas toujours là où on le croit. Le faux, c'est parfois croire que nous sommes dans le vrai. La séparativité vient souvent s'insinuer au sein d'une unité bien trop formelle. Et le soi-disant mal, c'est parfois se cantonner au bien, alors qu'un plus grand bien serait possible. Et oui, à un certain niveau de conscience, les choix se subtilisent et il nous faudra apprendre à chercher et à trouver cette voie du milieu qui passe entre les deux. C'est une troisième voie non binaire qui invite à voir le monde non pas à partir d'un côté ou de l'autre, mais à partir d'un nouveau point de vue, comme nous le verrons tout à l'heure. Bien, parenthèse faite, intéressons-nous au fond et à la forme. Essayons de clarifier ce que signifient l'un et l'autre. Le fond vient du latin fundus, ce qui est profond, ce qui se situe en dessous, à la base de quelque chose. Ce qui a donné d'ailleurs naissance aux fondations d'une maison, par exemple. C'est ce qui la soutient, c'est ce qui est à l'origine. Sans bonne fondation, la maison ne tient pas. Nous comprenons aussi son sens figuré qui nous renvoie à la notion donc de profondeur, d'intériorité, le fond, d'essentialité, d'abstrait, voire même d'intention au fond. C'est aussi ce qui nous renvoie à la notion d'être au fond, ou de l'âme, qui est le fond de toute forme. D'où le contraste avec la notion de forme, qui nous renvoie à la notion de surface, d'extériorité, d'existence, ou de manifestation concrète, visible, tangible. D'ailleurs, le mot vient du latin forma, qui signifie le moule, ce contenant qui donne forme au contenu, au fond. Cette paire d'opposés fond-forme peut donc prendre de nombreux visages, comme l'intériorité et l'extériorité, la profondeur et la surface, l'intention et l'expression, l'abstrait et le concret, l'être et le paraître, l'essence et l'existence, l'âme et le corps, et bien d'autres encore, qui représenteraient cette fond et cette forme. Notons aussi la correspondance avec la grande dualité que nous avons évoquée, l'esprit au fond et la matière formelle. Eh bien, commençons par explorer les dualités mineures qui se vivent sur cette ligne fond-forme. C'est-à-dire comment cette paire d'opposés se vit en involution. Tant que l'humain est prioritairement conscient sur le plan physique, tangible, la dualité s'exprime par une recherche d'harmonie entre un fond et une forme, toutes deux très physiques. Sur le plan physique, le fond pourrait représenter la fonction de quelque chose, et la forme, son apparence.
Et on va chercher le juste accord sans cesse entre le fond et la forme, entre la fonction et l'apparence. C'est comme par exemple c'est comme par exemple le fait de trouver l'harmonie entre la carrosserie d'une voiture, sa forme, et son moteur, le fond. On ne met pas un moteur de Ferrari dans une carrosserie de 2 chevaux, ou vice-versa. Ou bien un meuble qui aurait pour fonction de ranger des choses volumineuses, mais qui ne posséderait qu'une multitude de petits tiroirs, tout en ayant un gros volume global. Elle n'aura pas trouvé cette harmonie entre le fond et la forme, entre sa fonction de fond et son apparence. L'humain passe de nombreuses vies sur le plan physique à chercher une juste relation entre fond et la forme, entre fonction et apparence, avec d'innombrables essais et erreurs, comme en témoignent encore aujourd'hui certaines constructions, par exemple des hôpitaux flambant neufs, pas du tout pratiques, tant pour les soignants que pour les patients. Fond et forme ne sont pas ajustés. Mais au fil de l'involution, à force de disharmonie, d'insatisfaction entre la fonction et l'apparence, en commençant par le silex jusqu'aux avions de ligne modernes, l'humain arrive finalement à construire une juste relation entre fond et forme sur le plan physique, comme en témoignent les myriades de formes adaptées à leur usage que nous sommes capables de créer. Symbolisons cela par une lemniscate entre fond et forme sur le plan physique. Sur le schéma, nous la mettons en pointillé. Vous comprendrez ensuite pourquoi. Plan physique, fond et forme, et la recherche de relations entre les deux. À ce sujet, pour ceux qui écoutent en audio ces conférences, nous vous invitons à regarder ou écouter les vidéos sur YouTube. Vous pourrez apprécier les schémas animés que Pascal met en œuvre et qui enrichissent vraiment ces conférences. Donc, après le plan physique, vient un temps où l'humain devient plus conscient sur le plan émotionnel. Alors, la dualité ou paire d'opposés se déplace vers le haut. Le fond devient alors ce qu'il ressent intérieurement, ses sentiments, ses envies, ses désirs, ce qu'il y a au fond de lui, au sein de son émotionnel. Et la forme devient la manifestation, l'extériorisation de tout cet émotionnel. Là aussi, tout un apprentissage va s'opérer pour faire coïncider les deux, avec toutes les difficultés et les conflits intérieurs et extérieurs que cela va générer. La période d'adolescence en est l'expression caricaturale, même si ça peut perdurer encore bien longtemps après. Par exemple, j'ai au fond le désir de me marier, de fonder une famille. Mais comment? Avec qui? Combien de couples se bagarrent ou se séparent après avoir réalisé que la forme relationnelle qu'ils ont créée n'était pas en adéquation avec leur désir de fond? Combien d'essais et d'erreurs, de conflits intérieurs et relationnels avant de trouver la forme de vie amicale, amoureuse ou professionnelle qui correspondent à notre désir? Parfois on privilégie la forme, c'est-à-dire le confort financier ou la stabilité relationnelle, formelle, au détriment de notre désir profond. Il gagne bien sa vie, et même si je l'apprécie plus ou moins, je prends quand même. Jusqu'au jour où le conflit, intérieur ou extérieur, devient si fort qu'il nous oblige à reconsidérer le fond de notre désir. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond? D'autres fois, on privilégie notre seul désir. Ici le fond, donc on passe complètement de l'autre côté, sans tenir compte de la forme, sans voir qu'il y avait encore une possibilité d'ajustement de la forme relationnelle, par exemple. On envoie tout balader sans se laisser la moindre chance d'évolution, de progression au sein de la forme existante. C'est ainsi que certains, à la moindre contrariété, changent de partenaire, de métier, d'amis, comme ils changent de chemise, tout en se plaignant de ne pas trouver leur voie. Mais à force d'expérience, de solitude et de superficialité, nous apprenons à trouver un plus juste rapport entre fond et forme relationnelle.
du conflit va naître une plus juste relation si l'on a su renoncer un tant soit peu à l'exclusivité de son désir ou à l'exclusivité de la forme. Sur notre schéma, juste en dessus, sur le plan émotionnel, nous pouvons représenter cette relative harmonie par une nouvelle lemniscate, toujours en pointillé. Puis, progressivement, au fur et à mesure que la personnalité se développe et se construit, la conscience se déplace sur le plan mental. Le fond représente alors ce que je pense au fond. D'ailleurs, ne dit-on pas « dis-moi le fond de ta pensée ». Et la forme, comment j'habille cette pensée, quels mots je choisis pour l'exprimer. Privilégier le fond au détriment de la forme revient par exemple à dire le fond de sa pensée sans y mettre les formes, brutes de décoffrage. Je dis les choses telles quelles, sans me préoccuper de la façon de le faire, des meilleures formes pour habiller ma pensée, qu'elles soient compréhensibles, recevables ou non. Certaines personnes se plaignent alors d'être incomprises ou de susciter une réaction de rejet, voire d'opposition. Mais peut-être qu'avec un temps de réflexion pour trouver les formes ajustées, les choses se passeraient différemment. C'est aussi le travail du diplomate qui cherche les bonnes formules pour rendre une idée acceptable ou du moins envisageable par l'autre partie. C'est l'art aussi de l'écrivain habile qui trouve les mots, les expressions et le style qui rendent attrayant l'idée qu'il cherche à faire passer. Et parfois, par contre, à l'extrême inverse, la balance penche complètement du côté de la forme, aux dépens du fond. Trop de forme, trop d'explications pour exprimer le fond de sa pensée. Et l'idée est ensevelie sous une montagne de détails, alors on ne voit plus du tout où la personne voulait en venir. Ou bien le fait de ne parler pour ne rien dire est une autre prédominance de la forme sur le fond. Combien de litres de salive et d'encre s'écoulent seulement pour le plaisir de parler ou d'écrire, sans avoir pris le temps d'élaborer une véritable pensée de fond. Revenons sur notre schéma pour représenter au-dessus des deux autres cette alternance entre fond et forme sur le plan mental, jusqu'à trouver une relation ajustée entre les deux, de nouveau donc une lemniscate en pointillé sur le plan mental. Bien, voici donc quelques exemples de cette dualité fond-forme sur les trois plans de la personnalité. Et lorsqu'une personnalité est bien construite, sa vie consiste à trouver un juste équilibre entre le fond et la forme sur les trois plans de son existence physique, émotionnelle et mentale. Et il arrive un temps où une relative harmonie se trouve. La personnalité est alors devenue une artiste créatrice de sa propre vie. On peut dire qu'elle a réussi, dans une certaine mesure, à résoudre les paires d'opposés mineurs qui concernent entièrement sa vie individuelle. Vous avez vu et expérimenté surtout que ce n'est pas de tout repos et qu'il faut des vies et des vies rythmées de conflits et de relative harmonie pour réussir cela. Mais comme vous en doutez, la grande vie a d'autres intentions et les ambitions que les ambitions de notre personnalité, et que Mister Conflit n'est jamais bien loin et veille au grain. C'est là que ce divin principe du conflit pointe à nouveau le bout de son nez, et qu'une nouvelle bataille commence, ouvrant une nouvelle paire d'opposés, mais cette fois-ci une paire d'opposés majeure. Il ne s'agit plus du fond et de la forme telle que la personnalité la conçoit, mais telle que l'âme le perçoit. Et pour l'âme, la forme, c'est l'ensemble de la personnalité, avec toutes ses formes physiques, émotionnelles et mentales. Et le fond, c'est l'âme, l'être essentiel que nous sommes avec toutes ses qualités universelles. Voyons sur le schéma cette nouvelle paire d'opposés, cette nouvelle dualité majeure qui apparaît. Le fond étant l'âme et la forme, la personnalité. Non pas avec une lemniscate entre les deux, mais avec une flèche rouge à double sens, pour symboliser le conflit, le champ de bataille
qui s'annonce entre les deux. Au début, la lutte est faible. Ce n'est qu'un léger tiraillement, car la place de l'âme et les valeurs d'ensemble dans notre agenda de personnalité ne prennent que peu de place. Mais c'est sans compter sur le pouvoir d'attraction de l'âme qui s'insinue en nous incognito, à travers des rencontres, des livres, des conférences, des enseignements, des méditations, ou toute autre expérience dont chacun de nous pourrait témoigner. Le véritable fond commence alors à prendre de plus en plus de poids, de réalité et de sens en nous. Et lorsqu'il y a vraiment un franc contact avec l'âme, le sens du discernement s'aiguise. On commence à voir de plus en plus clairement ce qui relève de l'authentique fond ou des formes, ce qui appartient au monde de la personnalité ou au monde de l'âme. Et grâce à ce sens du discernement, nous nous apercevons souvent avec horreur combien toute notre vie, nous l'avons passée à mettre l'accent sur les formes. Certes, de plus en plus subtiles, mais toujours des formes, puisque nous avons cherché à réaliser que les intentions, les désirs et les activités de la personnalité, ce qui est strictement formel au regard de l'âme. Et en même temps, comme si cette prise de conscience n'était pas déjà suffisamment lourde de sens, nous réalisons combien nos amis, notre famille et toute la société sont complètement pris eux aussi dans ce mirage de la forme. Nous réalisons que l'harmonie personnelle que nous avons cherché à réaliser ne crée en fin de compte que disharmonie, cacophonie et chaos au niveau global. Profusion de formes matérielles sur le plan physique au détriment de l'environnement, déluge d'expressions, de désirs et relations personnelles au détriment de la conscience collective et de l'amour impersonnel dont l'humanité aurait grandement besoin, utilisation du pouvoir de la pensée créatrice au bénéfice des ambitions personnelles et non de l'ensemble. Voilà ce qu'on a fait au nom de la forme tout un temps. Bref, nous voyons que toute la société court ainsi à sa perte, cherchant à réaliser ses petits désirs et ses petites intentions égoïstes et matérielles. Et la cerise amère sur le gâteau, c'est que nous prenons conscience que nous participons nous aussi à cette société désorientée. C'est ce qu'on appelle parfois la lumière qui choque, comme nous l'avons évoqué lors de la dernière conférence sur la psychologie. Cette lumière a pour effet de nous réveiller pour de bon et de nous permettre de faire pencher enfin la balance du côté du véritable fond, celui des valeurs spirituelles, collectives et universelles. Cet électrochoc divin cherche à faire repartir le cœur, le véritable cœur, celui de l'amour-unité, celui logé au fond de notre être. Ce passage, bien que souvent brutal, est fondamental et véritablement bienfaisant, car il marque un indéniable changement de direction dans notre vie. L'âme se réjouit enfin d'avoir été entendue, mais c'est aussi qu'une rude mise à l'épreuve s'annonce, une rude bataille entre cette nouvelle paire d'opposés, cette fois-ci majeure. Je m'explique. Comme notre polarisation émotionnelle reste encore très puissante, notre changement de direction vers l'âme et les valeurs d'ensemble se traduit, du moins au départ, comme un fort désir, une aspiration brûlante pour l'âme, comme un fort désir, une aspiration brûlante pour l'âme, pour l'essentiel, croyant ainsi trouver la véritable harmonie, puisque l'âme est synonyme de juste relation. Nous nous lançons alors passionnément sur cette voie de l'âme, à travers le filtre de nos aspirations, qui voilent encore l'âme telle qu'elle est. Nous cherchons à la vivre telle que nous l'espérons et l'interprétons, et non telle qu'elle est réellement. C'est là que certains d'entre nous décident alors de tout plaquer, de laisser derrière eux cette société de matérialistes égarés poursuivre la voie de l'âme dans un ashram en Inde, par exemple, ou tout autre lieu retiré. D'autres, sans partir dans un autre pays, se retirent néanmoins totalement dans le monde des formes amicales, familiales. Se retirent, pas dans le monde, mais se retirent totalement du monde des formes amicales, familiales, ou d'autres activités jugées bassement matérielles ou soi-disant trop personnelles,
et se plonge corps et âme dans la méditation mystique plus que de raison, sans s'apercevoir que petit à petit, ils s'enferment et s'isolent dans leur petit monde. Parfois, nous sommes si enthousiastes et passionnés par cette découverte formidable de l'essentialité, qui a véritablement le pouvoir de changer le monde vers de plus justes relations, que nous devenons des pro-âmes et des anti-personnalités, des pro-spirituels et des anti-matériels, des pro-environnementaux et des anti-gouvernementaux. Nous devenons souvent, sans nous en rendre compte, des intégristes de l'âme, dans notre sphère privée, tout comme dans notre sphère publique. Sans le savoir, en croyant libérer le cœur, nous l'étranglons sous le joug de notre désir-passion. Mais vient un temps où cet extrémisme va générer des conflits, intérieurs ou extérieurs, d'une force égale à l'intensité de notre aveuglement. Cela peut se manifester par de gros conflits avec ceux que nous avions tendance à combattre, ou encore par une maladie, plus ou moins grave, ou par une grosse dépression, quand la conscience est de plus en plus sensible à la voix intérieure. En tout cas, il y a toujours des signes, plus ou moins évidents, que le chemin emprunté n'est pas encore tout à fait le bon, ou n'est plus maintenant tout à fait suffisant. Mais souvent, au lieu de chercher la juste voie du milieu, nous tirons un trait sur tout cela, en cherchant à nous convaincre que finalement, tout ça n'était qu'une parenthèse dans notre vie, un petit moment d'égarement pour essayer de nous rassurer face à la vie qui avance et la mort qui approche. Alors, on retourne dans l'autre camp, celui de la personnalité, et dans le monde de la forme, que l'on connaît bien mieux et qui finalement nous rassure. Pour oublier ou compenser, on se jette corps et âme dans le travail, les loisirs, la construction de la maison de vacances, celle des enfants, ou encore on sollicite d'anciens amis pour de nouvelles aventures, on recommence le sport, et on finit par prendre une carte de fidélité à Decathlon, à fond la forme. Quoi qu'il en soit, on ne veut plus entendre parler de l'âme ou de tout ce genre de recherche dangereuse. Voire même, on peut se mettre à militer contre, à plein temps ou quand l'occasion, justement, se présente. En fait, c'est un peu comme un pendule. Plus il part de haut d'un côté, plus il monte haut de l'autre. Et souvent, on passe comme ça, de l'un à l'autre. Mais là aussi, les désillusions refont inévitablement surface. Pauvreté de relations, superficialité, non-sens, n'en sont que quelques-unes qui finissent toujours par se manifester un jour ou l'autre. Là aussi, des conflits intérieurs, des crises et parfois des maladies finissent par arriver afin de nous aider à reconsidérer la question. Le pouvoir magnétique de l'âme se fait de nouveau sentir. Et on se souvient alors de certains touchés intérieurs, de relations plus profondes et d'un sens indélébile que nous avait fait parfois entreapercevoir le contact avec l'âme. Alors, nous nous réorientons à nouveau vers l'âme, de la vie de la forme vers le fond. Ici, ces alternances entre fond et forme sont au départ très extrêmes, petit à petit, elles se font de moins en moins fortes, moins en moins intenses. Et on peut dire qu'elles se dépassionnent, deviennent plus subtiles, mais aussi quelquefois plus difficiles à repérer. Quoi qu'il en soit, le pendule commence à ralentir sa course et tend de plus en plus vers le milieu. En début d'évolution, ces alternances peuvent durer plusieurs vies, où certains passent une vie entière d'un côté, puis la vie suivante de l'autre. Mais plus nous avançons sur le chemin de l'évolution, plus ces alternances se font au sein d'une même vie, et parfois même au sein d'une même semaine ou d'une même journée. Vivant l'amour-unité en méditation et la critique dans les relations. Épris d'impersonnalité dans les idées et d'égoïsme dans les faits. Inclusif dans les sphères abstraites le matin, possessif dans les sphères concrètes au quotidien. Mystique à bâbord, matérialiste à tribord, et j'en passe. Si au départ, ça ne nous dérange pas trop, plus la conscience s'éveille, plus ça devient un vrai champ de bataille en nous-mêmes. Un conflit intense quand on se voit si formidable d'un côté
et si formidable de l'autre. Et parfois, pour ne plus souffrir de ce conflit, qui se subtilise mais s'intensifie au fur et à mesure de notre discernement, nous désertons alors ce champ de bataille. J'en peux plus. J'aspire à la paix, à l'harmonie, moi. Si je me suis engagé sur cette voie, la voie de l'âme, mais ce n'était pas pour souffrir, c'était pour la paix. Alors, mine de rien, je vais essayer de m'arranger une petite paix avec moi-même. C'est là qu'au fond, on confond souvent la voie du milieu avec la voie de l'entre-deux. C'est la voie où l'on essaye de s'arranger avec soi-même, de noyer le poisson, de retirer les lunettes du discernement pour retrouver le confort d'une myopie qui se complaît dans un doux mélange de fond et de forme. On pourrait alors s'entendre dire « Mais au fond, la forme, c'est profond, et le fond n'est pas si profond dans le fond. » C'est là qu'on confond allègrement fond et forme, âme et personnalité. C'est ce qui peut donner, entre autres, un milkshake intitulé « Nos bonnes intentions personnelles » ou « Nos intentions personnelles pour l'ensemble ». Il s'agit d'un entre-deux qui nous fait croire que nous avons enfin trouvé le juste milieu. Les deux y sont, les bonnes intentions pour le fond et le personnel pour la forme. Nous arrangeons alors une petite vie harmonieuse, tout autant personnelle, mais saupoudrée de bonnes intentions, de complaisance avec soi-même et les autres, d'intentions serviables qui nous procurent reconnaissance et satisfaction personnelle, sans plus avoir maintenant besoin d'aller chercher la voie du milieu, puisque cet entre-deux nous satisfait personnellement, sans se rendre compte que c'est notre petite paix personnelle que nous chérissons. Oui, tout un temps, ça marche, jusqu'au moment où l'insatisfaction divine se présente à nouveau, pour nous inviter à chercher cette voie du milieu, qui ne se trouve pas dans l'entre-deux, avec moi toujours au centre. Car tant que je reste au centre, de n'importe quelle intention, aussi belle soit-elle, mais je ne travaille toujours pas en tant qu'âme. Ainsi, la conscience d'ensemble, aussi bien en moi qu'au sein de l'humanité, ne progresse toujours pas. C'est une leçon vraiment amère pour la personnalité. Mais un jour ou l'autre, nous y sommes tous confrontés. Merci le principe du conflit. D'autant qu'il devient de plus en plus évident, et parfois bouleversant pour celui qui cherche véritablement, que le monde extérieur est l'exact reflet de notre monde intérieur. Par exemple, le clivage que nous entretenons entre fond et forme se reflète dans la société aussi, par les pros et les anti-technologies, les pros-religieux et anti-cléricales, avec les excès que l'on connaît, qui vont du transhumanisme, les fanatiques de la forme, aux fanatiques religieux ou de toute confession. En médecine, ceux qui misent tout sur la forme, que ce soit des médicaments, vaccins ou compléments alimentaires d'ailleurs, et ceux qui misent tout sur la conscience, en rejetant tout ce qui vient de l'autre bord. Mais aussi les guerres intestines entre les partisans de la protection de la biodiversité, le fond, et ceux qui de la société de consommation et du confort, des formes avant tout. Ou d'autre part, l'illusion aussi de la voie de l'entre-deux que nous nourrissons, entretient aussi collectivement le mirage des bonnes intentions personnelles, où chacun se satisfait de penser personnellement à l'ensemble, sans plus prendre le temps d'écouter la voix de l'âme qui pense impersonnellement et collectivement. Ces prises de conscience de plus en plus lucides vont nous pousser à traverser ce champ de bataille d'une nouvelle façon. En effet, le disciple est le guerrier qui, sur le champ de bataille, a tout expérimenté. À droite, à gauche, le fond, la forme, qui a combattu l'un puis l'autre, et qui a fini par se mettre au milieu, essayant de chercher un compromis, un entre-deux, mais qui, à force de combat personnel, dans cette grande quête d'harmonie entre fond et forme, est maintenant épuisé, déboussolé, à genoux, mais enfin prêt à lâcher les armes de sa volonté personnelle. Là seulement, une nouvelle lumière se dévoile. Un nouveau son se fait entendre. Un nouveau sentier se dessine. La voie du milieu. Cette voie est fondamentalement la voie de l'âme.
comme nous l'avons évoqué au départ. L'âme, c'est ce point intermédiaire, point d'équilibre et d'union entre l'esprit et la matière, trait d'union parfait entre les deux. Mais qu'est-ce que cela représente pour nous un cran plus bas? Comment emprunter cette voie du milieu? Eh bien, après le discernement, qui maintenant nous permet de ne plus confondre le véritable fond et la véritable forme, c'est par l'intuition que nous allons devoir nous orienter pour cheminer sur cette voie. Nous reviendrons plus en détail sur l'intuition dans les prochaines conférences, mais on pourrait déjà dire qu'il s'agit d'un toucher subtil de l'âme qui vibre à l'unisson avec toutes les âmes. C'est ce toucher qui rentre au cœur de toutes choses et d'où jaillit une lumière nouvelle, une connaissance intime, profonde et synthétique. Elle requiert d'avoir acquis le discernement et la capacité d'écouter la voix du silence par le mental abstrait, pour pouvoir se fondre ensuite dans la réalité et la vie de l'unité détaillée. C'est pour cela qu'il n'est pas aisé du tout d'en parler avec le mental concret. C'est pourquoi voici une série d'évocations, certes un peu abstraites, mais qui ont le pouvoir de nous faire sentir, de nous approcher de cette voie du milieu, plus par un toucher et non seulement par le mental concret. La voie du milieu, c'est la voie qui est à la recherche d'un nouvel état d'être et non d'une solution toute faite. C'est la voie du troisième œil, avant que les deux yeux ne scindent la réalité en deux. C'est la voie qui extrait la quintessence des deux, pour en retrouver l'essence unique. C'est la voie de la sublimation, et non de l'addition, celle où un et un ne font plus qu'un. C'est la voix qui, dans le profond silence de l'unité, retrouve le son qui accorde tout à l'unisson. C'est la voix qui résout toute dualité en une synthèse fluide et évolutive. C'est la voix qui refuse l'absolu figé des opposés, mais accepte le libre mouvement de l'accord créateur. Cherchons, à partir de là, à appliquer cela à notre paire d'opposés particulière fond-forme, en tant que paire d'opposés majeure. Pour cela, 3 temps. Absence de passion, 3 temps donc qui suivent le temps du discernement qui a eu lieu, l'absence de passion, discrimination et intuition. 3 temps qui se pratiquent dans un fondu enchaîné. L'absence de passion nous invite à nous extraire du plan émotionnel, plan de la dualité et de la séparativité, à cesser cette attitude de soldat qui ne peut s'empêcher de prendre parti. Il s'agit d'apprendre à trouver en soi ce point de calme, ce point de paix au centre de l'âme que nous sommes. Ce n'est pas cette paix qui vient d'un désir personnel d'être tranquille, à l'abri de tout conflit, mais ce calme propre à toute âme, qui sait intimement que l'évolution de conscience est en cours, et que seul ce point de paix peut ouvrir la voie du milieu, qui laisse affluer l'amour et la véritable lumière, source de juste relation. Point de calme, qui est inscrit sur le schéma avec un point en bleu entre l'âme et la personnalité, mais au-dessus. Dans le calme, voilà, la flèche du bleu qui s'extrait du plan émotionnel. Ensuite, vient la discrimination. Attention, à ce niveau, la discrimination n'a rien à voir avec la discrimination qui fait la une des journaux. Cela n'est qu'une aberrante déformation. Non, cette discrimination parle d'une vision claire, d'un toucher précis qui ne confond pas les énergies avec lesquelles nous rentrons en contact. C'est l'octave supérieure du discernement qui, lui, nous a préparés à ne pas confondre le fond et la forme. C'est seulement à partir de la hauteur du point de paix
que la discrimination concernant les paires d'opposés peut s'opérer. C'est la vision de l'aigle qui, de sa hauteur, peut resituer chacune des parties au sein de l'ensemble. C'est la vision qui maintient l'ensemble et les parties en un tout uni. C'est aussi la vue perçante au-delà des apparences, qui perçoit l'essence, la raison d'être de chacune des parties, sans aucun parti pris. En ce qui concerne notre sujet, à partir de ce point de paix et de cette vision de l'aigle, nous pouvons clairement voir qu'au-delà des expressions déformées que nous avons évoquées, le fond et la forme, l'âme et la personnalité sont tout aussi divins l'un que l'autre, tout aussi essentiels l'un pour l'autre, au sein de ce grand plan d'amour, unité en cours. Le fond, l'âme, étant ce qui nous relie à l'essentiel, à l'unité, à ce qui doit être, au sens de l'évolution. Et la forme, la personnalité, étant le moyen d'expression de cela, ce qui donne apparence, ce qui rend visible, tangible les qualités de l'être et le plan d'amour. Sans les formes, l'amour ne resterait qu'un potentiel, une abstraction, sans possibilité d'imprégner de sa vibration les plans plus denses de la matière. Sans les formes, le mariage entre l'esprit et la matière n'aurait pas lieu. Cette vision de l'aigle, cette discrimination, peut être symbolisée sur le schéma par les deux flèches bleues qui regardent le fond et la forme à partir du point de paix. Et on extrait la quintessence des deux. Et c'est à partir de là, par petites touches, que l'intuition, le troisième temps, prend le relais. Elle nous invite à entrer dans le vivant de ces idées. Car dans le mental, même abstrait, il y a toujours une séparation entre soi et l'idée, tout aussi vraie soit-elle. C'est essentiel pour exercer la discrimination, mais cela doit ensuite laisser la place à la vie plus grande et plus inclusive de l'intuition, pour qu'il y ait véritablement émancipation. Il s'agit de prendre le temps de toucher, jusqu'à fusionner avec la vérité, la qualité et l'intention profonde des idées, jusqu'à sentir qu'elles sont réalité, qu'elles sont un principe universel qui sous-tend toute vie et toute création dans son sens le plus large. Dans notre cas, c'est le moment de profonde contemplation, de profonde unité avec ce qu'est véritablement l'harmonie divine entre le fond et la forme, l'âme et la personnalité, l'intérieur et l'extérieur, l'abstrait et le concret, tout cela inspiré par la grande harmonie esprit-matière, comme si nous devenions nous-mêmes, en tant qu'ensemble, cette divine harmonie, cette voie du milieu entre ces paires d'opposés qui maintenant ne fait plus qu'un dans une danse rythmée par cette grande intention d'amour-unité. Sur le schéma, on représente ceci avec la lemniscate pleine et entière entre l'âme et la personnalité, reliée à l'harmonie supérieure entre esprit et matière. Car à partir de là, tout se comprend, se pense et se vit au sein d'un ensemble toujours plus inclusif. C'est là que parfois, quand on s'y attend le moins, se pointe un éclair d'intuition, un eureka, un jaillissement de lumière nouvelle sur un sujet en cours. C'est fugitif et il faudra apprendre à le traduire ensuite mentalement. Mais c'est comme cela que de nouvelles idées, de nouveaux états d'être s'inscrivent profondément en nous. C'est là que nous devenons des passeurs vivants du monde de l'âme dans le monde des hommes, comme nous l'avons précisé au début de conférence. Des passeurs de l'unité dans le monde de la dualité. C'est ainsi que nous pouvons devenir des échantillons de l'émancipation qui cherchent à émerger de ce conflit entre les paires d'opposés. Devenir un échantillon de la voie du milieu entre l'âme et la personnalité, c'est considérer sa propre vie comme un fractal de la grande vie. Là où fond
et forme s'accordent en permanence dans un mouvement fluide pour refléter le plus grand bien, le plus grand beau et le plus grand vrai. Ça veut dire inscrire toujours plus sa vie individuelle dans le mouvement de l'évolution globale, qui tend à ce que nos formes de vie soient de plus en plus l'exact reflet de la vie de l'âme, de la conscience d'ensemble. C'est réaliser profondément que l'âme a absolument besoin de notre personnalité et des formes pour s'exprimer, et que les formes ont absolument besoin de l'âme pour être utiles à l'ensemble. Ce n'est plus opposer l'un à l'autre, mais célébrer ce mariage possible en nous-mêmes. Fondamentalement, le point de synthèse perçu au sein de cette intuition, de cette paire d'opposés entre l'âme et la personnalité, c'est lorsque la personnalité renonce à sa vie de célibataire et accepte de se donner pleinement à l'âme, et qu'ensemble, elles ne fassent plus qu'un. C'est ce qu'on appelle le mariage dans les cieux. C'est la naissance du couple créateur, où enfin, nous sommes libérés de la bataille entre les deux, et où l'énergie est employée pour penser, aimer et vivre en tant qu'ensemble pour l'ensemble. Ce n'est plus la créature personnelle et pourvoyeuse de chaos à laquelle nous avons donné naissance par l'harmonisation des paires d'opposés mineurs, mais cette nouvelle synthèse, c'est la véritable créativité intelligente et aimante, reflet de la création, elle-même point de synthèse entre l'esprit et la matière. Il est intéressant de noter que ces trois termes, création, créativité, créature, ont la même racine, crescere, qui signifie faire croître, faire grandir. Et si la créature seule, la personnalité, fait grandir le chaos, la créativité, au service de la création, fait toujours croître le bien, le beau et le vrai à travers les justes relations. Pour conclure, nous pouvons synthétiser cela par ce même schéma, mais maintenant de haut en bas, du global au particulier, du fond vers la forme, tel que l'âme et l'avenir le révélera. Les lemniscates, symbole de l'harmonie entre les paires d'opposés, sont maintenant représentés par une ligne pleine sur le plan physique, émotionnel et mental, et non plus en pointillé. Car lorsque le mariage a lieu dans les cieux, toutes les formes expriment le rayonnement, expriment et rayonnent le bien, le beau et le vrai. Autrement dit, le plan d'amour, l'unité et l'intelligence globale. C'est la créativité pourvoyeuse de justes relations vers laquelle l'humain se dirige, aiguillonné par le principe d'harmonie, par le conflit. Vu du haut, avec ces lemniscates entrelacés, nous pouvons réaliser l'harmonie des relations sur tous les plans, qui est d'ailleurs parfois appelée l'harmonie des sphères, tant intérieures qu'extérieures. Bien entendu, il faut se garder de tout absolu et garder le sens des proportions, en sachant qu'avant que ce mariage ne soit totalement consommé, il faut du temps, de la patience et de la persévérance. Mais l'essentiel est de ne jamais cesser de chercher, et quelquefois de trouver cette voie du milieu, jusqu'à ce qu'un jour, sans même nous en apercevoir, la voie du milieu et nous ne ferons plus qu'un. Nous aurons alors réalisé ce que le Bouddha enseignait de manière mystérieuse concernant la voie du milieu. Ne suivez pas le chemin, soyez le chemin. En attendant, et avant la méditation, je vous laisse avec le poème de Michel qui, justement, nous propose une belle synthèse de cette voie du milieu entre fond et forme. Le poème de ce soir s'intitule « La danse des opposés ». Dans la vie, il faut choisir. Es-tu pour ou contre? Il faut se définir. Cela semble normal, un appui pour se construire.
très vite on glisse vers un seul pôle, difficile à déconstruire. Ici, on affronte l'autre, l'ennemi différent. On célèbre nos alliés, nos repères rassurants. On cherche une cohérence claire et évidente pour éviter l'ébranlement d'une vérité fracassante. Et même si nous avons trouvé une première résolution, car devenue une personnalité tournée vers l'évolution, reste au fond cette divine insatisfaction, poussant toujours plus loin notre quête d'union. La vie, elle aussi, parle en dualité. Pourtant, sans rivalité et aucune animosité. Quel est son secret? Que cache sa clarté? On dirait qu'elle danse, transcendante, fluide. Le conflit pousse à ces profondes questions, révélant peu à peu un écho de l'unique son. Un fond-forme uni, vibrant, au-delà des illusions. Là où l'un ou l'autre seul divise et n'amène que séparation. Petit à petit, se révèlent les contraires assagis. Entre fond et forme, un dialogue s'établit. Patiente, l'âme éduque, éclaire et guérit, ouvrant sur des dimensions d'unité infinie. Depuis l'âme que nous sommes tous, au fond, s'ouvre la voie du milieu, voie de la divine résolution. Étroite comme un fil de rasoir est cette direction, évoquant une paix profonde et faisant appel à l'intuition. Ainsi, nous avançons, effleurant cette intime vérité qui nous invite à vivre au sein et entre toutes les polarités. Avec calme, clarté et en pleine acuité, pour qu'au diapason de la création naisse la véritable créativité.